Notre aventure commence en 95. Nous lançons en France une innovation de service, un métier sexy, le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Notre rêve, un réseau national de véhicules d'intervention pouvant assurer le dépannage de machines. On arrive dans l'heure, on dépanne dans l'heure. 12 ans de croissance effrénée. En 2007, nous avons dépassé les 300 personnes. C'est de la folie, la vie est belle. Petit à petit, de nouvelles entités apparaissent et le groupe Inovon naît. À ce moment-là, nous sommes un peu comme un porte-avions. Nous sommes 1000 fois plus gros que notre premier confrère. Et cette année-là, nous réaliserons 100 000 interventions. Nous sommes fiers, mais ça ne va pas durer. La crise de 2009 arrive et nous balaye. Moins 34% de chiffre d'affaires. C'est le drame. Il faut sauver l'entreprise et nous sommes obligés de nous séparer de nombreuses personnes. C'est terrible. On se réveille avec une gueule de bois qui n'arrive pas à passer. Plus jamais ça. Mais que faire? Jean-François Zobrist et Isaac Getz vont changer notre vision d'entreprise. On va comprendre 2-3 trucs. Et si on arrêtait de manager pour les 3% de tir au flanc? Et si on mobilisait 300 cerveaux et non plus quelques têtes pour réfléchir? Ça nous parle? On s'engage et on va lancer 3 chantiers. Premier chantier, reconstruire notre vision. En équipe, on obtient la passion d'entreprendre différemment pour la réussite de nos clients. Les règles du jeu sont définies autour de 4 valeurs. La performance par le bonheur, cultiver l'amour du client, équipe respectueuse et responsable, ouverture d'esprit et esprit d'ouverture. Le deuxième chantier, enlever les petits cailloux dans les chaussures de nos équipes. Les épines du pied, quoi. Troisième chantier, supprimer les signes de pouvoir. S'en suivront 18 mois d'apprentissage, de tests, d'exploration. On apprend à lâcher prise, à travailler sur nos égos avec des coachs. Car la plus grande bataille est à faire sur soi. Le 7 janvier 2012, c'est le grand saut. Demain ne sera plus jamais comme hier. L'entreprise renaît et le pouvoir est donné aux équipes. Bye bye le porte-avions et bienvenue à notre armada de speedboat. Les équipes cooptent leur capitaine, et oui, il faut bien un capitaine sur un bateau. On transfère le pouvoir de décision. Elles seront prises désormais par vote en assemblée capitaine ou via des groupes de travail pour tous les sujets de l'entreprise. Maintenant, c'est à vous de décider. 5 mois après, le boss part faire un tour du monde avec sa famille et confie les clés de la boutique aux équipiers. Durant ce voyage, un groupe de travail décide de refondre la rémunération variable, basée sur un dispositif de partage de la valeur créée. Là, le boss fait carrément. Surprise, la marge de l'entreprise explose et est multipliée par 4. Concrètement, comment cela se passe-t-il? La confiance est au cœur de notre organisation. L'information n'est plus un enjeu de pouvoir. Le volontariat est au cœur de l'action. On bascule du contrôle à l'autocontrôle. Une culture de l'erreur est promue. Les équipes recrutent et décident des investissements. Les anciens managers sont reconnus pour leur expertise qu'ils partagent avec tous. Puis un jour, on voit que ces changements dans l'entreprise ont aussi un écho dans nos familles. Ce n'est plus une entreprise, mais 300 familles. Et comme la bascule est engagée dans des centaines d'entreprises, et pas les moindres, il s'agit de centaines de milliers de familles qui sont concernées. Et si ce changement sociétal pouvait venir de nous, de nos entreprises? Aussi, tel le colibri qui tente d'éteindre le feu avec son petit bec, nous aussi nous faisons notre part et partageons à qui veut l'entendre cette histoire de transformation. Alors bonjour à tous, vous venez d'entendre Alexandre Gérard, qui est le patron de Chronoflex, qui a monté la boîte il y a 20 ans. On va fêter nos 20 ans là cette année, on est en train de préparer une grosse fête pour la fin mai. C'est du sport, mais voilà, on a 500 personnes qui viennent, on a 300 collaborateurs, on invite les conjoints, les clients, les fournisseurs, c'est un peu l'esprit de famille. Alors, moi je suis le petit dernier dans cette aventure, parce que je suis arrivé chez Chronoflex, ou plus exactement Inovon, qui est l'entité chapeau, puisque au sein d'Inovon il y a 7 entités, il y a Chronobox, Chronolink, Chronowatt, Chronoflex évidemment, Fruise, Marge-Up, je dois vous oublier, oui, curieuse histoire, la petite dernière. Et donc moi je suis le petit dernier parce que je suis arrivé il y a 4 mois officiellement, 7 mois parce que j'ai commencé un peu l'immersion. Et ce que vous venez de voir, c'est l'aventure qui a commencé il y a 5 ans et ça fait 5 ans qu'on vit avec ces principes-là. Alors avant de commencer réellement à parler de l'entreprise libérée, j'aimerais juste savoir un peu à vue de nez qui croit en ce concept. Est-ce que vous pensez ce qui est là, c'est vrai? Ouais, en fait j'ai pas grand-chose à raconter si vous y croyez tous. Alors je vais bouger un petit peu, ça va me faciliter la vie.
je ne sais pas trop ce que je vais vous raconter parce que j'ai été sollicité il y a quelques jours, semaines, voilà. Ce que je peux vous partager, c'est un peu le regard de quelqu'un qui arrive et qui voit ce message de l'intérieur maintenant et qui le vit. Parce que j'ai la responsabilité d'accompagner un certain nombre de structures, dont Chronobox, Fruiz, Marjup, Chronolink. Donc j'ai une petite équipe par rapport aux 300 collaborateurs, j'ai 40 personnes avec qui je travaille. J'accompagne aussi le groupe Chronoflex dans son ensemble sur le développement de pratiques d'intelligence collective, parce que je viens de ce monde-là. Je suis facilitateur et je suis ravi de voir une facilitatrice graphique aussi ce soir, une talentueuse facilitatrice graphique. Et dans la voiture en venant, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter en 15 minutes et surtout pas déborder, c'est le plus important. Je pense qu'il y a 3 points qui sont importants à voir aujourd'hui. C'est que ce que vous avez vu comme message là, c'est la libération, le moment de libération. Les 3 chantiers qu'a présenté Alexandre, avec les signes de pouvoir, les petits cailloux, l'autonomie, l'autocontrôle, ça a été lancé un soir de grand-messe où tout le monde était réuni et Alexandre a dit on va sauter en parachute et c'est parti. Beaucoup dans l'assemblée n'y croyaient pas. J'ai discuté avec des techniciens, avec des capitaines et pour eux c'était juste une folie. Mais bon, 5 ans après, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on n'a pas fait machine arrière. On est toujours dans le projet de la libération et plus que jamais, on va y rester. Alors, qu'est-ce que moi j'ai découvert en arrivant dans cette boîte? C'est que le volontariat, il est vraiment au cœur des préoccupations, enfin en tout cas des principes. La confiance est véritablement là, il n'y a plus de contrôle. J'ai une carte bleue aujourd'hui parce que je fais partie de la team Innovon. Et la carte bleue, je remplume Amazon parce qu'en fait je suis en train d'acheter énormément de bouquins pour la boîte et on ne m'a jamais rien dit. C'est pas une blague. Je dépense de l'argent, mais à bon escient parce que ce sont des outils pour la boîte. Et cette vision de l'entreprise et de la confiance, elle n'est pas si facile à développer. En fait, on parle même de savoir-voir maintenant dans l'entreprise. Savoir voir que la confiance est au cœur des préoccupations, savoir voir que on a l'opportunité d'agir, ça c'est une première chose qui n'est pas innée, ou même pas acquise plus simplement. Vous avez tous fait des études, en tout cas au moins vous avez fait le parcours scolaire normal. À l'école, on ne nous apprend pas à voir. On nous apprend à faire. On ne nous dit pas regardez le monde qui vous entoure autrement. C'est vous allez rentrer dans une boîte. On est dans des boîtes, certains sont même passés par des boîtes à bac. J'étais parisien pendant 15 ans. On passe de boîte en boîte, sa maison, le métro, le boulot. Voilà, et on fait le chemin en retour. En fait, la première chose qui m'a frappé, c'est travailler avec les collaborateurs de Chronoflex et du groupe Innovon, c'est retravailler sur cette capacité à voir. Et le point qui m'a moi le plus challengé, c'est que j'arrive dans une entreprise qui fait 4 fois plus de marge l'année de sa libération, mais c'est aussi une entreprise des entreprises qui ont besoin de se réinventer. Quand on parle du flexible hydraulique, c'est un métier qui n'a pas bougé. C'est un métier de niche et ça fait 20 ans, que les collaborateurs fonctionnent toujours de la même façon. Alors évidemment, il y avait Alexandre qui, jusqu'il y a 5 ans, venait pousser un peu tout le monde en disant on va innover, on va faire des choses différentes. Dans les années fin 90, début 2000, ils avaient même imaginé des ordinateurs tactiles dans les camions. Ils avaient fait des trous dans les sièges à côté des passagers et ils avaient collé des écrans et ils avaient mis une couche tactile par-dessus. Sacrément innovant. Mais quand vous libérez les gens, est-ce qu'ils continuent à voir ce genre d'opportunité, ce genre d'innovation? Là, c'était une première question. La deuxième chose qui m'a frappé quand je suis arrivé chez Chronoflex Innovon, c'est le savoir-faire. Le vrai bénéfice de la libération, c'est qu'en fait, le savoir-faire des collaborateurs a été vraiment libéré. Ça, il n'y a pas photo. Il y a des gens qui ont des talents. Et les talents ont pu s'exprimer. Et aujourd'hui, après 5 ans, on est en train de travailler sur des réflexions sur la notion de parcours de vie au sein de l'organisation, parce qu'on a des collaborateurs qui s'épanouissent et qui développent des savoir-faire qu'ils n'avaient pas avant. Et je parlais de facilitation graphique avec Julie. Julie a rencontré une des collaboratrices qui a fait il y a quelques mois une formation en facilitation graphique. Elle travaille au service technique. Aujourd'hui, elle est en train de réfléchir à changer complètement de voie et ne plus s'occuper du parc automobile de la boîte, qui compte quand même 200 camions et 50 bagnoles, mais de faire de la facilitation graphique au quotidien, dans le groupe et à l'extérieur. Donc le savoir-faire, en fait,
quand on était dans une entreprise classique, beaucoup se retrouvaient coincés avec leur diplôme comme seul justificatif de leur savoir-faire. Mais quand vous commencez à libérer les gens, en fait, ils peuvent vous apporter beaucoup plus. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus frappé, parce que autant le savoir-voir, il y a encore du boulot. Le savoir-faire, en fait, ça a été une vraie révélation, une vraie surprise au quotidien. Et on a même le directeur financier. Il y a un titre de directeur, on appelle encore le DAF, hein, surtout chez les financiers, les titres ont la vie dure. Il s'est mis à la facilitation lui-même, la facilitation en intelligence collective. Donc aujourd'hui, dans le groupe, et quand je vous parlais de volontariat tout à l'heure, n'importe qui peut venir contribuer à des groupes de réflexion, apporter sa compétence, son talent et son envie pour faire avancer les projets. Alors ça, c'est le bon côté. L'autre moins bon côté, quand on parle de libération, c'est qu'en fait, tout le monde est libéré, et tout le monde fait comme il veut. Et le paradoxe de la libération, ce que j'ai découvert avec ces gens, c'est que quand tout le monde fait ce qu'il veut, il fonctionne à l'énergie pure, l'énergie, la volonté pure. Mais alors, quand il s'agit de travailler ensemble, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, ça part dans tous les sens. Donc, autant on a libéré une forme de savoir-faire et des talents, autant derrière, il a fallu travailler énormément pour redonner de la méthode, et une méthode qui soit flexible, agile. Je parle de projet, je parle de regarder des nouveaux marchés, comment innover autrement, comment chercher des nouvelles solutions pour continuer à perdurer, parce que c'est une belle histoire, mais c'est une entreprise qui doit assurer sa rentabilité, sa pérennité. Et redonner des méthodes à tout le monde, là on a vécu un petit moment d'incertitude, parce que comment arriver à gérer méthode, c'est-à-dire structure, et liberté. Et en fait, le but du jeu, aujourd'hui, ce qui a été le plus interpellant, c'est de penser à accompagner les gens. Et en fait, au lieu de rester dans le « qu'est-ce que tu vas faire demain ?», c'est « de quoi as-tu besoin aujourd'hui ?» C'est de la pédagogie avant tout. C'est de former les gens au maximum en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils ont envie de réaliser, ce qu'ils ont envie d'accomplir pour eux-mêmes et pour la boîte. Et notre plus grand challenge aujourd'hui, c'est la formation. Alors, je fais attention au mot formation parce que former, ça veut dire donner une forme. Et en fait, on est en train de faire beaucoup plus que ça. Mais c'est surtout la clé de voûte, c'est le troisième point, et Alex en a parlé dans sa vidéo. C'est le changement personnel et collectif. Et c'est ce fameux savoir-être que nous questionnons tous aujourd'hui dans notre posture au quotidien. Le savoir-être, alors je sais pas, j'étais un peu surpris parce que finalement j'ai une conférence TED qui a été diffusée. J'étais encore plus stressé qu'aujourd'hui. Là je suis bien, mais j'étais encore plus stressé qu'aujourd'hui. Je sais pas si vous avez le courage de me regarder jusqu'au bout, mais vers la 8e minute, je commence à faire jouer les gens dans l'audience. J'avais 400 personnes, avec un petit jeu tout simple. Je vais vous le donner maintenant, parce que si je recommence, ça va me faire perdre le timing comme dans le TED, mais je vous donne le concept. C'est demander aux gens de faire un bras de fer chinois. Vous voyez comment ça marche ? Ça marche, un bras de fer chinois. Tu vas me donner un petit coup de main, juste pour être illustratif. Voilà, là je marque un point, et Juliette marque un point. On peut parler de combat de pouce, mais je parle de bras de fer chinois. Et je fais ce jeu régulièrement avec les équipes et avec les gens que je rencontre. Et la règle du jeu est très simple, c'est de leur dire, vous avez 1 minute pour marquer le plus de points possible. Qu'est-ce qui se passe pendant cette minute ? Dans 90% des cas, et encore au sein du groupe, les gens vont chercher à écraser et à marquer le plus de points individuellement. Sauf que quand à la fin de la minute, je leur demande qui a marqué entre 0 et 5 points, il y a presque toutes les mains qui se lèvent, entre 5 et 10, un petit peu moins. Puis là, dès que je passe au-dessus de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à 50, 50, 60 et même au-delà de 60, et que je leur annonce le record est à 64, on me regarde avec une mine dépitée en disant c'est pas possible. Sauf qu'en fait, le principe est tout simple, c'est que si nous coopérons, nous serons plus forts. Le but du jeu, c'est pas de gagner sur l'autre, c'est de marquer le plus de points possible. Et ça représente bien le savoir-être au quotidien que nous avons tous, que nous vivons tous et sur lequel nous avons basé notre façon de voir le monde de l'entreprise, notre relation à l'autre, c'est la compétition. Et c'est le point le plus sensible et le plus difficile parce que libérer une entreprise dans ces termes, ce que Isaac Getz a présenté, ça paraît vachement bien, on enlève les signes de pouvoir, on enlève les petits cailloux, mais en fait le vrai travail il se passe chez chacun des collaborateurs. Et je vous parlais d'accompagnement, de pédagogie. Si on n'a pas ce type de pédagogie et qu'on n'accompagne pas les collaborateurs pour prendre conscience qu'en fait notre premier réflexe c'est de nous battre avec l'autre,
alors on va rester qu'une somme d'individualité et on n'y arrive pas. Et c'est exactement ce que l'on vit. J'étais encore la semaine dernière avec des équipes de Paris, il y a 4 équipes à Paris. Leur problème, c'est de se dire, mais en fait, on ne se parle même pas entre équipes. Je parle d'une entreprise libérée, mais c'est une réalité du quotidien, du terrain. Évidemment, on a envie de partager que l'aventure est superbe, et elle l'est véritablement. Mais la réalité de notre quotidien fait qu'on n'arrive pas encore à se connecter à l'autre, à communiquer avec l'autre, et à travailler sur notre propre posture individuelle. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ouais. Ce qui nous questionne aujourd'hui, c'est et là où la libération est véridique et la volonté de ce qu'on appelait les managers, qui sont aujourd'hui des team leaders, qui n'étaient pas les managers du passé, mais qui sont des personnes qui sont cooptées par leurs équipes, c'est comment est-ce qu'on peut aider les équipes, comment est-ce qu'on peut les soutenir et comment est-ce qu'on peut les aider à prendre conscience de ce qu'elles sont en train de faire. Développer leur savoir-voir, c'est-à-dire que vous avez un business model qui est obsolète, qui ne fonctionne plus. Arrêtons de nous taper la tête contre le mur au fond de l'impasse et prenons de la hauteur et changeons de direction. Ça, on est en train de le faire avec 2 structures dans la boîte. C'est pas une mince affaire parce qu'après, ça veut dire qu'on lâche tout. On lâche prise sur 15 ans d'expérience, de pratique, de message commercial et savoir voir autre chose. C'est un des premiers enjeux. Et l'accompagnement des personnes qui travaillent au quotidien et qui ne sont peut-être pas dans l'opérationnel, ce qu'on appelle les improductifs dans la notion de Zobritz. On est peut-être des improductifs, mais on a un rôle crucial pour faire en sorte que les productifs s'en sortent. Le savoir-faire, le deuxième, et là je m'appuie sur l'expérience que j'ai eue avant d'arriver chez Innovon, c'est travailler avec d'autres méthodes. Vous avez tous vécu des séminaires où vous êtes sortis de là en disant c'est génial. Parce que vous avez travaillé avec les autres. La rencontre avec l'autre, elle s'organise différemment quand on travaille avec d'autres méthodes. Donc lâcher prise sur les méthodes, c'était vraiment le deuxième point, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été embauché, c'est comment est-ce qu'on va créer d'autres contextes, d'autres environnements pour travailler. On parle d'intelligence collective, et je suis content parce que ce soir on va faire un fishbowl, B-O-W-L. Vous allez goûter un peu à l'intelligence collective et comment on crée les conditions pour d'autres méthodologies pour discuter à 150. Et ça, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand on commence à fonctionner avec d'autres méthodes, on ne les annonce pas, mais on les fait vivre aux collaborateurs. Et je reviendrai sur les exemples de Grand Paris, enfin de l'équipe du Grand Paris que j'ai rencontré la semaine dernière. J'ai des techniciens qui me disent « Eh ben, j'arrivais avec des pieds de plomb à ton truc. Vraiment, j'allais te saper ton truc. » Parce que, excusez-moi le terme, on a des grandes gueules dans nos équipes. Ce sont les techniciens, les mecs sont des costauds, ils sont dans les travaux publics. Et on dit j'allais te dézinguer ton truc parce que je me disais que j'allais finir au fond de la salle, près du radiateur, et dès que j'allais pouvoir te sortir une vanne, c'était bon. Mais si on change les conditions et qu'on leur laisse l'opportunité vraiment d'échanger, et qu'à aucun moment on cherche à manipuler les prises de décision, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent penser, on a des choses géniales qui se passent. Et les gars en redemandent. Et ils n'ont pas fait Bac+5 pour comprendre qu'on change de méthode et on change d'approche. Et le dernier point, c'est le savoir-être. Et là, je fais un clin d'œil à mes collègues de la team Innovon, parce que nous sommes 4. Il y a Alexandre que vous avez entendu, il y a Claudio, le fameux DAF, et Jérôme. Le travail, il commence par nous, au quotidien. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivé, on a déjà fait 4 séances de coaching ensemble pour comprendre comment nous interagissons entre nous et notre propre propos, notre propre posture vis-à-vis des collaborateurs. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a un ouvrage qui m'a interpellé, parce que j'adore bouquiner. Pour moi, chaque livre est une rencontre. Quand ça ne me plaît pas, je la ferme. La rencontre, c'est pour plus tard. Un livre qui s'appelle « Manager votre tribu ». En anglais, c'est Tribal Leadership, qui explique que les entreprises ou les organisations qui ont un niveau de performance aussi élevé que ce que Isaac Getz ou même Frédéric Laloux, que je vous invite à regarder, arrivent à atteindre, ces fameuses entreprises exceptionnelles. Il y a un truc au niveau de ceux qu'on appelle encore les leaders, qui ont été cooptés par leurs équipes, c'est qu'ils sortent du moi-je. Moi, je kiffe. Moi, je rêve de faire ceci. Moi, je rêve qu'on devienne une grande équipe ou qu'on devienne les leaders sur notre marché dans telle région ou telle région. Le moi-je. On sort du moi-je. Et en fait, il y a un gros boulot sur nous pour dire nous. Nous. Arriver à penser nous, en tant que leader, c'est la chose la plus difficile parce qu'en fait, on a une crise d'ego et on a peur de se retrouver
à la ramasse ou largués, ou que les autres se débrouillent sans nous. Vous imaginez ce que Alexandre est en train de raconter dans sa vidéo? Les collaborateurs prennent les décisions tout seuls. Mais celui qui était leader et qui prenait les décisions avant, il fait quoi? Il devient quoi? Donc c'est le dernier point du lâcher-prise, c'est d'arriver à rentrer dans le nous, véritablement. Et nous sommes les meilleurs, ça il faut se le dire, il faut l'accepter, il faut dire que nous sommes les meilleurs que la concurrence, meilleurs que telle autre entreprise, que nous ayons un nous qui nous constitue. La dernière phase qui nous permettra de travailler normalement sur une libération, parce qu'on n'est qu'à 5 ans, et on en parlait à l'instant, c'est un long chemin, on est loin d'être arrivé. C'est d'arriver à, en fait, nous sommes en train d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui nous dépasse tous individuellement. Et je conclurai là-dessus. Alex parle dans la vidéo des primes. La notion de prime a été apportée par les collaborateurs. Prime variable. On a un 15-15-15. 15% de prime variable sur la marge au niveau individuel, 15% au niveau d'équipe et 15% au niveau du groupe, de l'entité. Et bien en fait, cette prime, on est en train de la revoir, de la retravailler, parce qu'en fait, les 15% individuels sont en train de saper tout le travail de la réflexion du nous, du collectif. On a encore des performeurs dans l'équipe, des mecs qui sont « je suis le meilleur ». Sous-entendu, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que l'autre. Et en fait, si on veut arriver à travailler en équipe, et aujourd'hui, il y a un changement qui est en train de se faire, et je suis à la fois spectateur, parce que je suis récent, mais j'y contribue au quotidien, parce que ça, vraiment, voilà, c'est pour ça que je suis là. D'arriver à faire travailler les équipes sur un nous collectif, c'est prendre du risque qu'il y en ait un qui soit moins bon. Mais ça veut dire aussi que toutes les équipes sont en train de commencer à prendre conscience que seules, elles iront vite, mais ensemble, elles iront plus loin. Et que l'enjeu majeur, c'est de sortir d'une notion individualiste, comme nous, la société nous l'a un peu inculqué, il faut l'accepter, et arriver à créer un esprit collectif. Mais pas un esprit collectif où je sacrifie ma personnalité. Bien au contraire. Et là, je sais pas, je vous raconterai la suite au prochain Mashup, ou dans 5 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci Benoît.